bonjour, j'espère que vous avez tous bien déjeuné. On m'a dit que le fromage était extraordinaire. Il y a eu tellement de conversations intéressantes ce matin. Je dois dire qu'un des éléments les très intéressants pour moi, c'est l'image qui est donnée pour le luxe. Il faut faire des produits sexy, désirables et respectant l'environnement. Si quelqu'un peut le faire, c'est le LVMH. Je suis sûre. On a encore des sujets très intéressants. Nous avons Stéphane Le Foll, en fait l'ex-ministre de l'Agriculture française, maire de la ville du Mans. Et je pense en fait qu'il va nous rejoindre. Donc, on souhaite la bienvenue à Stéphane Le Foll. Bonjour. Bon, est-ce que ça marche? Bonjour, alors ça va être compliqué parce qu'il faut en fait faut tout le temps se tourner le dos. Je ne sais pas à qui je vais parler. Par là-bas, d'accord. Bon, donc désolé pour vous, hein, mais c'est par là-bas. Je suis très heureux d'abord d'être ici, dans ce lieu magnifique, pour un débat sur les sols vivants. Un débat d'ailleurs sur les sols, c'est un débat sur la planète, c'est un débat sur notre terre, c'est un débat sur l'avenir, c'est un débat sur l'alimentation, sur la vie, c'est assez simple à comprendre. On est dans un contexte international qui est extrêmement compliqué et aussi qui va avoir des conséquences extrêmement lourdes. Cette guerre en Ukraine vient après une pandémie et ces deux chocs exogènes auront des conséquences très importantes sur nos modèles de développement. Les grandes évolutions de l'humanité se sont souvent faites par des contraintes très fortes et souvent environnementales. Les grands changements, en particulier au niveau du néolithique et la naissance de l'agriculture, sont liés en partie aux grandes périodes glaciaires. Et justement au réchauffement qui a suivi. Cette crise mondiale, tout le monde l'a compris, voit les prix de l'énergie fossile augmenter de manière extrêmement forte. Et puis aussi voit les prix alimentaires augmenter de manière extrêmement dangereuse. Il ne faut jamais oublier que la plupart des grands changements politiques dans l'histoire de l'humanité, là encore, que ce soit la Révolution française ou plus récemment les printemps arabes de 2011, étaient liés à des crises de flambée des prix, en particulier des céréales. Et quand je dis flambée des prix des céréales, vous avez compris qu'aujourd'hui, on est sur une quasi triplement, quadruplement du prix de ces céréales. Et avec encore des difficultés d'approvisionnement liées à la guerre en Ukraine. Donc tout ce contexte nous oblige à changer. Mais tout changement nécessite avant des prémices, à la fois scientifiques, techniques, culturelles, politiques, aient été posées pour pouvoir assurer ces bouleversements et ces grands changements. Et la petite histoire que je voudrais vous raconter, c'est celle que j'ai vécue en tant que ministre de l'Agriculture, avec deux grandes étapes sur des changements que j'ai essayé de porter dans les modèles de production agricole. Débat assez simple et binaire jusque-là. Il y avait l'agriculture conventionnelle, qui s'appuyait sur trois grands schémas, la sélection génétique, la chimie et le matériel agricole. C'est ce qu'on a appelé la révolution verte. Et puis, de l'autre côté, en réaction à cette agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, qui, elle, avait fait le pari de pouvoir produire sans produits chimiques. Et avec une génétique qui était plutôt une génétique d'amélioration et de croisement, et pas une génétique scientifiquement travaillée, en particulier avec les organismes génétiquement modifiés. Ça, c'est le débat que moi j'ai connu et que vous connaissez encore aujourd'hui. Dans toute logique politique, on dit toujours qu'il y a une thèse, il y a une antithèse, et il faut essayer de faire une synthèse. Comment on fait une synthèse entre la grande question qui est posée, et je l'ai dit avec l'alimentation de l'humanité, et vous allez voir que ça va poser des problèmes énormes,
donc la production agricole, en quantité suffisante pour nourrir. Alors après, on peut discuter, est-ce que le monde peut accepter 9 milliards, 10 milliards d'habitants? Vraie question. Mais en tout cas, c'est une réalité aujourd'hui. Et puis, donc la production, et puis la question de l'environnement. Comment une agriculture qui, ayant été conventionnelle, et je l'ai dit, chimie, génétique, plus machinisme, nous a conduit à des impasses en termes de pollution, des impasses en termes de perte de biodiversité, ne serait-ce que d'ailleurs qu'à cause de la génétique. 7, 8 semences en céréales aujourd'hui suffisent à l'échelle de la planète, alors qu'avant, il y en avait des multitudes de semences différentes, adaptées à chacun des écosystèmes. Et puis, bien sûr, la pollution, pollution des sols, pollution de l'eau, pollution de l'air. Et avec des conséquences sur la santé humaine, je ne reviens pas sur toutes les grandes questions qui sont posées par les pesticides et les herbicides. Donc, entre le bio, qui a une vertu, c'est d'avoir montré qu'on pouvait produire en agriculture sans chimie, et le conventionnel qui utilisait les 3 piliers que j'ai évoqués tout à l'heure, il faut essayer de trouver une synthèse. La synthèse, c'est de partir du principe qu'on a besoin de produire en agriculture si on veut approvisionner, je l'ai dit, l'ensemble des populations qui ont besoin de se nourrir. Et partout dans le monde. Et que le pire défaut du système conventionnel, c'est qu'il s'est affranchi complètement de toutes les contraintes, parce qu'il les vivait comme ça, ou au contraire de tous les atouts que pouvait nous apporter la nature. La nature a des atouts et nous offre des moyens de produire qu'on avait complètement oubliés. Et dans le processus chimie, matériel agricole, plus génétique, tout s'est emballé justement pour ne plus avoir besoin de ce que nous apportait l'environnement ou la nature. Avec la génétique, on sélectionnait les plantes les plus productives, quels que soient les endroits, et on a vu, par exemple, en France, le maïs passer la Loire et arriver dans le nord de la France, il y a 30, 40 ans, 50 ans même, ce qui était inenvisageable ou inimaginable pour des agriculteurs ou des cultivateurs de l'après-guerre. La génétique a permis de faire des choses fantastiques, sauf qu'à sélectionner, à réduire la base de la biodiversité sur laquelle on s'appuie, on finit par se poser beaucoup de questions et d'avoir beaucoup de problèmes. Moins j'ai une base de biodiversité importante, plus je suis obligé d'utiliser de la chimie pour justement compenser les concurrences naturelles qui existent. Et cette agriculture conventionnelle, je l'ai dit, avait fait fi de tout ce qu'au contraire, la nature dans les écosystèmes naturels permet de faire justement. Il y a toujours un parasite pour un parasite. On peut toujours utiliser des éléments de la nature pour essayer justement de concurrencer ceux qui nous paraissent les plus nuisibles. Sauf qu'en utilisant la chimie, on s'est dit, plus de problème, j'ai plus aucune concurrence et j'ai plus qu'à produire. Donc le débat, pour moi, a été d'expliquer à tout le monde que le conventionnel, c'était une thèse qui avait conduit à la révolution verte, que l'agriculture biologique a été l'antithèse qui est venue pour contester ce modèle, et qu'il faut que maintenant on trouve une synthèse. Qu'on porte un projet qui soit capable de rendre compatible l'enjeu de la production agricole avec la question environnementale. C'est l'agroécologie. Et j'ai essayé, en allant à plusieurs reprises sur le terrain, en emmenant un certain nombre des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture pour leur expliquer ce que c'était. C'est quand je suis arrivé comme ministre et que j'ai parlé de l'agroécologie, j'ai des ingénieurs extrêmement compétents qui m'avaient dit un jour, Monsieur le ministre, vous êtes votre concept là, est-ce qu'il ne serait pas un peu gazeux? Parce que pour eux, c'était tellement nouveau qu'ils doutaient. Et puis ils devaient se dire, oh, ben, c'est un ministre, il va passer, et puis il y aura le suivant, on oubliera tout ça. Ils n'ont pas eu de chance, je suis resté 5 ans, c'est-à-dire le ministre le plus longtemps de toute la République française. 5 ans, pour essayer de faire bouger les choses. Une loi en 2014, la loi d'avenir, qui va mettre comme objectif pour la France, l'agroécologie, comme projet global en agriculture, qui aujourd'hui a un certain nombre de relais, on voit bien que les choses bougent, mais c'est là que je voudrais en venir, c'est que, je vous disais tout à l'heure, que pour changer,
il faut que des bases et des soubassements culturels, politiques, scientifiques, techniques soient posés avant de pouvoir changer. Ça prend du temps. La preuve, c'est que si aujourd'hui je suis avec vous, la loi date de 2014 et on ne peut pas dire qu'on a bouleversé l'agriculture. Il y a un certain nombre de choses qui bougent, mais on en est encore loin d'avoir modifié complètement le modèle agricole. Et c'est pour ça que les contraintes internationales, la question de l'Ukraine, je l'ai évoqué, ce qui va se passer, vont peut-être accélérer des processus de changement. Et dans l'agroécologie, l'utilisation des mécanismes de la nature et l'adaptation de la production agricole à chacun des écosystèmes en sortant de la logique qui consiste à dire je vais mettre partout le même système de production parce qu'avec les moyens techniques, chimiques et génétiques, on va y arriver. Non, on va partir à l'envers. On va commencer à se dire qu'est-ce qu'on peut produire dans chacun des écosystèmes qui soit adapté, qui me permette de produire et en même temps qui respecte les écosystèmes et les mécanismes environnementaux. Et tout ce travail qui nécessite, je l'ai dit, de l'investissement extrêmement important en termes scientifiques, en termes d'approche, eh bien, commence aujourd'hui à émerger ici ou là, dans pas mal d'endroits, avec des choix qui sont faits et qui prouvent que, par exemple, dans la viticulture aujourd'hui, quand je suis arrivé ministre, vous savez, ça fait pas très longtemps, hein, même si j'ai l'impression que les années sont passées très vite. Mais quand je suis arrivé, un bon viticulteur et une belle vigne, c'était une ville sans herbe. Il fallait que ça soit propre. Et celui qui avait de l'herbe dans sa vigne, c'est que ce n'était pas un bon agriculteur, c'était pas un bon viticulteur. Et vous pouvez regarder aujourd'hui, en France et ailleurs d'ailleurs, eh bien, vous avez de l'herbe entre les plants de vigne, entre les rangs de vigne. C'est tout bête, hein. Mais c'est des évolutions qui sont extrêmement longues. Et à l'époque, j'avais créé des groupements d'intérêts économiques et environnementaux, les GI2E, et dans le Sud avait été créé un GI2E qui s'appelait les enherbeurs. J'ai rencontré beaucoup d'emmerdeurs, mais à l'époque, il y avait peu d'enherbeurs. Et je suis allé pour les saluer et pour développer cette stratégie. Quand je vois qu'aujourd'hui, et je lisais une interview de M. Arnaud dans Investir, que certaines vignes en Champagne peuvent envisager maintenant de travailler avec de l'agroforesterie, c'est-à-dire non seulement utiliser ce que j'ai au sol, mais aussi profiter de l'espace et du volume pour produire avec des arbres de la biodiversité, ça c'est des changements majeurs. J'avais vu que par exemple dans la lavande, puisqu'on est ici, une cicadelle pouvait passer d'un pied et d'un rang à l'autre facilement, ce qui fait que ça contaminait la totalité de la parcelle de lavande. Et il suffisait simplement de mettre quelques rangs de céréales, de graminées ou d'herbes, les laisser pousser pour que la cicadelle ne puisse pas passer d'un rang à l'autre. Pas besoin d'utiliser beaucoup d'herbicides, hein. Là aussi, là encore, si on est intelligent, si techniquement on est au point, on peut se passer d'une partie de la chimie qu'on a utilisée massivement pendant des années, parce qu'on est capable d'utiliser tout ce que nous produit, tout ce que nous permet d'avoir l'écosystème dans lequel on est. C'est ça la révolution, au fond, qui est en train de se produire, qui émerge doucement, trop lentement, mais qui doit émerger pour pouvoir changer ce fameux modèle matériel agricole, génétique, plus chimie, pour passer à un système, j'utilise ce que me donne la nature avant de chercher à investir dans du capital, chimie, matériel. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le biocontrôle, tous les systèmes des phéromones, on utilise bien sûr la nature pour essayer de perturber les parasites, limiter leur reproduction, et c'est aussi efficace que d'utiliser massivement de la chimie. Là encore, c'est la nature qui nous l'offre. Pas la peine d'aller chercher des laboratoires, ni d'aller acheter beaucoup de chimie pour pouvoir faire ça, ni de génétique. Ça a un avantage d'ailleurs, pour y réfléchir depuis longtemps, très important, parce que le modèle agricole conventionnel est extrêmement consommateur de capital. Je l'ai dit, chimie, génétique, matériel agricole, tout ça, ça s'achète. Et pour que les agriculteurs achètent tout ça, ils sont obligés d'avoir de l'argent. Et souvent d'emprunter. Avec en agriculture des prix qui sont fluctuants
avec des processus extrêmement complexes entre l'équilibre entre l'offre, la production et la demande, puisque l'offre est variable et est soumise à des aléas, en particulier climatiques, et que ces variations font que le besoin en capital en agriculture, de l'agriculture conventionnelle étant tellement important, eh bien, on a des difficultés à rémunérer le travail agricole. Moins on aura besoin de capital et de capitaux dans l'agriculture, mieux on pourra rémunérer le travail agricole. Donc tout est lié dans cette histoire. Et dans cette histoire, les sols sont au cœur du débat. Il n'y a pas de bons ou de mauvais agriculteurs, il y a souvent de très mauvais sols ou de très bons sols. Vous avez des agriculteurs qui peuvent faire des rendements fabuleux, pas parce qu'ils sont experts plus que les autres, mais parce qu'ils ont un écosystème et des sols qui sont en très bonne santé. Et vous avez des endroits du monde où les sols étant de moins bonne qualité, c'est beaucoup plus difficile d'avoir du rendement et d'avoir de la production. Ce n'est pas pour autant qu'on peut juger les agriculteurs et les cultivateurs de ces endroits sur leur qualité ou leur capacité. Non, l'écosystème et le sol sont le cœur du débat agricole. Et c'est ça qui m'a conduit, après la loi d'avenir avec l'agroécologie, au moment de la COP 21, à lancer cette initiative 4 pour 1000. Parce que le débat à l'époque, au niveau de la COP 21, c'était entre une grande partie des ONG sur la question du réchauffement climatique. Il y avait une solution qui était toute écrite, c'était de passer en agriculture bio et d'arrêter l'élevage, intensif en particulier. Et puis de l'autre côté, toujours, il y avait les tenants de la smart agriculture qui consistait à dire l'agriculture va devoir continuer à utiliser de plus en plus de capitaux de sciences et de technologies avec des satellites, l'agriculture de précision, avec tout ce qui va être les éléments numériques qui peuvent être utilisés par l'agriculture avec les drones. Donc, cette espèce d'idée que pour résoudre les grands problèmes de l'agriculture de demain dans le cadre du réchauffement climatique, on allait encore recourir à de la technologie extérieure aux écosystèmes agricoles. Et ça, c'était le débat de l'époque, encore une fois. Mal posé, ou posé par certains, d'un côté les ONG avec des objectifs précis, et de l'autre côté tout ce qui était les tenants de l'agriculture conventionnelle qui continuaient à peser pour faire en sorte qu'on continue à avancer dans ce domaine de la technologie, de la technique, du numérique. Et il s'est trouvé qu'en allant à Montpellier, un colloque de recherche avant la COP 21, c'était en février-mars 2015, que j'avais demandé une note à un conseiller qui m'avait donné une dizaine de choses qui lui paraissaient, parce que je lui avais demandé, intéressantes dans le cadre de la COP 21, dans le domaine de l'agriculture, et un peu innovantes. Et dans cette note, il y avait le 4 pour 1000. C'était une règle de 3 et un ratio qui avait été calculé par l'INRA, qui consistait à dire, si je prends toute la planète et les sols arables, j'ai 850 milliards de tonnes de carbone qui sont dans les sols. Combien il faudrait-il que je rajoute de tonnes pour absorber la totalité du carbone que nous émettons par an? Eh bien, si je ramène ça à 1000 grammes, il suffit d'en rajouter 4. 4 pour 1000. 4 grammes pour 1000 grammes. Et c'est ça qui nous a lancé dans cette initiative, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous dire, pour terminer, 2-3 choses fortes. Il n'y aura pas de lutte contre le réchauffement climatique et de possibilité de s'en sortir si on n'utilise pas la capacité de stockage des forêts et des sols agricoles avec l'océan. Il n'y en aura pas. Et d'ailleurs, dans le GIEC, c'est très bien écrit et parfaitement admis aujourd'hui. Que deuxièmement, le fait d'avoir du carbone dans les sols, c'est d'avoir de la matière organique dans les sols. Et quand j'ai de la matière organique dans les sols, ça veut dire que mes sols sont plus fertiles. Donc je relie la lutte contre le réchauffement climatique avec la capacité à fertiliser mes sols, donc à pouvoir produire pour pouvoir nourrir la population à l'échelle de la planète. C'est ça le lien entre la lutte contre le réchauffement climatique et le stockage de carbone et la question alimentaire à l'échelle mondiale. Et c'est pourquoi les sols sont au cœur de ce débat. De la même manière que si je parle de désertification, le désert avance au fur et à mesure que les sols finissent par ne plus rien produire. Et si on veut qu'ils continuent à produire et si on veut éviter qu'ils se dégradent, il faut rajouter de la matière organique. Toujours de la matière organique. Fertiliser les sols, c'est les protéger.
Et puis, le dernier point, la biodiversité. Un sol, avec beaucoup de matière organique et beaucoup de carbone dedans, c'est un producteur de biodiversité. Ce n'est pas simplement conserver la biodiversité, c'est d'en produire de la nouvelle, macro, micro. C'est un sol vivant, par définition, c'est un être vivant. Et c'est le lien entre le minéral et le végétal. C'est ce mélange fantastique qui donne l'humus, qui donne la qualité des sols, qui donne la production agricole et qui donne la vie. Donc les sols, c'est la vie. Les sols, c'est l'avenir. Vous avez tous intérêt à défendre cette belle idée. Merci beaucoup, Stéphane Le Foll.